L'Égypte et l'Afrique, l'histoire commune et l'avenir prospère commun également. L'Afrique figure sur les priorités du président Abdel Fattah el-Sisi et de l'État égyptien. Et quand on parle de réformes, quand on parle de plans pour l'avenir, vision de l'Égypte 2030, l'aspect africain est toujours pris en considération. Afin de mieux parler de ce dossier très important et de cette politique égyptienne actuellement penchée sur la prospérité en Afrique, nous avons l'honneur d'accueillir M. Jonas Nazert, journaliste et écrivain angolais. Bienvenue à notre programme. Merci. Alors, Monsieur Nazert, quand on parle de relations entre l'Égypte et l'Afrique, il faut dire qu'à un moment donné, l'Égypte et l'Afrique, les différents pays de l'Afrique étaient très proches l'un des autres, surtout dans les années 60. On a vu l'appui de l'Égypte pour les actions de libération et de liberté pour les peuples africains. Les projets, première vague des projets d'infrastructures et de construction en Afrique sous la houlette de l'Égypte. Puis, il y a eu un coup de froid entre l'Égypte et l'Afrique et l'Égypte s'est éteint un peu du ciel africain avec l'investiture du président Abdel Fattah el-Sisi en 2014. L'Égypte est revenue avec force. Elle veut bien retourner sur scène en Afrique, non seulement pour le bien de l'Égypte, mais c'est pour le développement durable de l'Afrique en général. Selon vous, le retour de l'Égypte et cette volonté, comment été-il accueilli par les différents pays africains? Ok, merci beaucoup. Mais tout d'abord, je dois annoncer une note de chronologie par le décès de l'ex-président de l'Angola le vendredi dernier en Espagne, victime d'une maladie prolongée qui n'a pas réussi à s'en sortir. Donc, il a gouverné pendant 38 années au pouvoir. Il était même reconnu comme architecte de la paix à cause de la transparence, l'échange, on dit, le monopartidarisme pour la démocratie à cause de la pression que le mouvement armé de l'UNITA a fait. Le président et son parti, ils étaient obligés de faire quelques concessions. Donc, il vient de mourir. Nous, on nos condoléances les plus sincères, Monsieur Nazareth, pour vous et pour tout le peuple angolais. De l'Afrique pour dire que oui, c'est tout à fait vrai. C'est que nous savons, à l'époque des années 60, vu que l'Angola avait des nationalistes qui cherchaient leur indépendance, ils ont réussi à venir aussi dans l'Égypte, Algérie, pour chercher des appuis. L'Égypte à l'époque était un peu mieux placée. Il comptait sur ses camarades pour la lutte de libération de l'Afrique, y compris l'Angola, comme d'autres pays. Je me souviens aussi que le président Kwame Nkrumah, il était aussi, il vient même de se marier avec une femme égyptienne. Donc l'Égypte était toujours le berceau pour l'Afrique. Et comme vous avez dit, c'était un refroidiment parce que les Africains, dans une époque après leur indépendance, ils ont rentré dans un échec. Au lieu de se concentrer dans la haute suffisance alimentaire, ils ont continué à prioriser l'armée en dépit de l'agriculture. Donc, ce sont des conséquences qui viennent de loin. Et par cela, les relations, il n'y a pas de grands échanges. Une fois que plusieurs pays africains, il y avait souvent des coups d'État, la priorité est toujours dans l'armée et il n'y a pas l'agriculture, il n'y a pas l'échange commercial à cause de cette situation. C'est un peu par là que l'Égypte a senti qu'il y avait un refroidiment, mais voilà les causes de cet refroidiment.
C'est vrai. Alors aujourd'hui, depuis 2014, l'investiture du président Fattah el-Sisi, l'Égypte a annoncé le plan de la vision de l'Égypte 2030. Au sein de cette vision, il existe penché sur le développement durable en Égypte et en Afrique. Également, l'Égypte cherche à avoir les partenariats équitables entre l'Égypte, l'Afrique d'un côté et les forces internationales mondiales les plus connues de l'autre côté. On a vu plusieurs sommets qui réunissent l'Égypte, l'Afrique et ces grandes forces, la Russie, la Chine, le Japon, l'Union européenne. Alors, toutes ces forces cherchent un partenariat, toujours, ça a été fait avec l'Afrique. Des fois, c'était un partenariat basé sur des volontés, si vous voulez, impériales ou colonialistes, mais l'Égypte insiste toujours à avancer ce concept de partenariat équitable avec ces grandes forces. Ce que l'Afrique n'est pas uniquement un berceau des matières de première nécessité, mais également on a besoin d'un transfert de technologie, on a besoin d'une formation beaucoup plus avancée pour les Africains, pour qu'ils puissent avancer avec le continent. Que dites-vous de ce concept et où on est en Afrique concernant la réalisation de ce concept? C'est tout à fait vrai. Moi, il est entièrement la dépendance des les leaders africains. Les leaders africains, comme je viens de dire, ils n'ont pas pensé l'autosuffisance alimentaire, tout d'abord. Ils ont donné comme priorité les engagements militaires. Et donc, ça ralentit les possibilités d'un développement en Afrique. Les sources naturelles sont toujours là, mais les stratégies, il manque chez les Africains. L'Égypte veut prendre en charge, ils doivent, parce que l'Égypte, il y a une carte postale très agréable, qui tout le monde a envie, surtout dans le domaine africain, envie d'être pareil comme l'Égypte, les routières, les chemins de fer et d'autres, les nouveautés. On est déjà dans le siècle XXI et l'Égypte est en train de se moderniser à l'auteur. Donc par contre, ils doivent aussi aider leurs frères africains, surtout la voisinage qui nous voyons les deux Soudan dans une situation très pénible si comparé à la beauté que l'Égypte présente. Donc il manque des conversations, des coopérations toujours. C'est pour dire aussi que la guerre qui est déclenchée, que la Russie a déclenchée pour son voisin l'Ukraine, a dévoilé beaucoup de fragilité envers le continent africain. Comme c'est possible, un petit pays tel comme l'Ukraine est capable de nourrir toute une Afrique entière. Qu'est-ce que nous faisons, oui, mais, en fait? mais on peut regarder cette crise de guerre russo-ukrainienne d'un autre œil. Ça veut dire que si cette guerre pèse sur le monde entier, puisque les denrées alimentaires, les prix en augmentation, et l'échange commercial et également l'économie mondiale en recul, c'est le moment pour l'Afrique pour avoir cette autosuffisance, pour avoir l'union demandée depuis longtemps entre les pays africains pour cette complémentarité, puisque j'estime que l'Afrique peut survivre seule dans cette crise avec une autosuffisance totale sans avoir recours aux autres forces. Il manque d'engagement. Il a toutes les conditions, mais il manque d'engagement. Par exemple, comme je viens de dire, le président Sisi a commencé à entamer un méga projet Delta pour créer des conditions pour une autosuffisance et surplus pour exporter envers l'Afrique. Après l'exemple malheureux de la guerre qu'on a compris, malheureusement, les Africains sont toujours en train d'exporter de blé, des grains au dehors, tandis que nous avons un terrain fertile
il y a un climat bien pour le faire ici même en Afrique. Le président Abdel Fattah al-Sisi a commencé à avancer avec ces projets-là, de même le président de Rwanda, il a soumis cette compromis de le faire pour très proche dans l'avenir, nous allons plus besoin d'exporter au dehors d'Afrique. Donc c'est une ambition qui doit être bien organisée de façon à nourrir l'Afrique dans l'Afrique, pas au dehors, que c'est un gaspillage de l'argent. Justement, ça nous mène alors à parler du projet présenté au sein de l'Union africaine par l'Égypte, celui de la zone de libre-échange, l'AZLEC. Ça, c'est c'est une zone de libre-échange intercontinentale entre les pays de l'Afrique, les États de l'Afrique, qui peuvent vraiment s'y réaliser, mener l'Afrique à être au devant de la scène économique mondiale. Je crois que l'Égypte avait conclu quelques étapes en éliminant des douanes, en faisant quelques facilités pour les pays africains et la circulation avec les pays africains, mais il reste également des étapes à franchir. Vraiment beaucoup. Comme je dis que l'Égypte est un pays prêt pour avancer. Mais il faut que les autres soient aussi prêts. Voilà le vrai problème. Les autres, ils sont presque pas toujours prêts à avancer avec le ZLECAf. Nous étions les exemples avec les régions telles que le SADC, le CEAC, le COMESA, le CEDEAO, mais malgré cela, il n'y a pas très grand développement parce que le ZLECAf est venu pour unifier ces régions et avoir une seule zone de libre-échange. Oui. Loin de cet aspect gouvernemental, cet aspect officiel, il existe également d'autres initiatives afin d'avoir vraiment une union ou approche entre les peuples africains. Parmi lesquels, par exemple, on peut citer le Forum d'Assouan, baptisé par l'Égypte pour tous les Africains, surtout les jeunes, à travers des visites au Caire ou via visioconférence. Également, le Forum des jeunes chaque année à Sharm el-Sheikh, avec vraiment une très grande importance dédiée aux jeunes Africains qui viennent échanger les expériences et les expertises avec les Égyptiens. Comme ça, les nouvelles générations peuvent avoir ce qui manquait pour les Africains d'aujourd'hui, cette liaison et cette compréhension entre les peuples. Tout à fait vrai. Voilà que l'Égypte est toujours envie d'avancer, de créer des idées pour tenir en compte les autres États africains. Qui, à mon avis, beaucoup d'États africains, ils ont beaucoup de désorganisations, ils n'ont pas encore à la capacité d'une unification commerciale et au moins ces expériences annuelles, ça va refroidir, ça va aider à la meilleure compréhension parmi les États africains, parmi la communauté africaine elle-même, pour chercher des nouvelles voies pour y arriver à ce que nous voulons toujours y arriver. Et c'est vrai qu'il y a également des aspects très importants qui approchent et qui vraiment donnent envie de développer. Par exemple, le secteur pharmaceutique et le secteur de santé au sein de l'Afrique. Ça, c'est un secteur très important, que ce soit concernant actuellement la vaccination du Covid-19, également les dépistages de quelques maladies. L'Égypte a déjà lancé une initiative de dépistage de l'hépatite C au sein de pays africains. Les convois médicaux au moment de crise et de besoins de crise humanitaire. Le secteur pharmaceutique surtout, c'est un secteur important développé en Égypte et qui peut vraiment aider l'Afrique en général pour avoir accès
à ces produits pharmaceutiques avec un prix abordable, pas comme les prix des médicaments importés de l'Occident. Mais même si cette volonté existe, sur le terrain, on ne voit pas beaucoup de projets, on ne voit pas beaucoup de projets concernant ce secteur, même si l'Égypte a accueilli récemment un très grand congrès concernant la santé avec les ministres de santé africains. Ils doivent toujours continuer. L'Égypte ne peut pas se désespérer parce que l'Égypte fait partie de l'Afrique et même un pays très stratégique. Et ils doivent toujours continuer à montrer les savoir-faire de façon à inciter les autres à suivre. Parce que, comme vous disiez, la question sanitaire, nous vivons dans un territoire tropical, mais la plupart des pays africains, sinon l'Afrique entière, n'a pas encore réussi à faire des médicaments pour combattre cette maladie tropicale. Donc, toujours les médicaments ils viennent de l'extérieur. C'est déjà une grosse faute. Depuis à peu près 40 années, presque un demi-siècle d'indépendance, la plupart des pays africains, nous n'avons pas encore réussi à faire les médicaments pour les maladies qui aggravent la situation des citoyens africains. C'est une négligence qui doit être revue. L'Égypte a réussi à faire un médicament qui commence à donner parmi le voisinage d'autres pays, c'est déjà très bon, mais les autres, ils doivent le suivre. Comme je disais, la stratégie, ce n'est pas une chose assez compliquée pour nos dirigeants. Par exemple, il faut tout d'abord voir le budget annuel pour la santé. Si vous allez chercher dans la Google, vous comprenez que par la santé et l'éducation, c'est toujours une somme infime si comparé à l'armée qui toujours il prend le double de tous les budgets. Donc c'est une grosse injustice et par conséquent, nous tombons toujours dans le même gaffe, dans le même erreur. Et il faut changer ça. La priorité doit être l'agriculture, la santé et l'éducation. Mais actuellement, la plupart, je ne peux pas dire tout le monde, la plupart des présidents africains insistent toujours à investir dans la sécurité et dans l'armée, tandis qu'il n'y a pas une guerre entre le voisinage africain. Oui. L'Égypte propose également plusieurs programmes d'enseignement et d'éducation à ses confrères africains. En ce qui concerne l'éducation et l'enseignement universitaire, il existe bien sûr une université africaine à Alexandrie en français, et il existe également d'autres programmes qui peuvent attirer nos confrères. Comment est vu ces programmes et comment sont-ils accueillis en Afrique? Est-ce que l'Égypte est actuellement une destination pour les jeunes Africains qui veulent étudier? C'est une réussite parce que l'université Azhar, il reçoit chaque année beaucoup des étudiants africains avec les conditions d'hébergement gratuitement. C'est vrai. Nous savons que dans leur pays, ils n'ont pas la capacité d'information, tandis que quand il arrive à avoir une bourse par l'Égypte, il vient, il finit sa formation de façon gratuite. C'est déjà, nous devons remercier beaucoup l'Égypte pour cette initiative de toujours mener beaucoup d'étudiants de plusieurs pays. L'Angola, il y a quelques ans ici, et on ne dit pas ici au nord de l'Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup d'étudiants ici qui font leur formation à un titre gratuit sans compromis avec les États.
C'est vrai. Pour terminer, Monsieur Jonas Nazareth, je voudrais parler de la COP27, puisque l'Égypte en novembre va accueillir ce sommet très important sous la houlette de l'ONU, concernant bien sûr le réchauffement climatique, l'aspect écologique. Et le réchauffement climatique, l'Afrique est tout à fait concernée par ce sujet et par ce dossier. Selon vous, comment peut-on collaborer, l'Égypte et les différents pays africains, pour qu'on puisse, à travers la COP27, avancer sur ce domaine écologique? Nous sommes aussi responsables pour cette situation actuelle du monde, parce que, par exemple, Angola et d'autres pays, ils ont le pétrole qui se porte. Plusieurs raffineries. Sont des énergies fossiles qui doivent être écartées dans l'avenir. Donc c'est un dommage à cause de l'argent, mais par contre, si je reviens en arrière, l'Angola est un pays qui a le pétrole, il en a pas aussi à améliorer la vie des citoyens avec leur pétrole. Donc, il vaut mieux penser dans l'avenir, essayer de commencer à avancer avec l'énergie renouvelable de façon à réduire les dioxyde de carbone dans l'air et un peu dans l'avenir, la situation au monde entier, ça doit être de plus en plus grave. Nous sommes en train de voir déjà quelques exemples. Il peut aggraver beaucoup plus. Oui, si l'économie verte, oui, l'écosystème respecté. Nous devons prendre en considération de réduire ces produits fossiles et d'autres qui difficultent la respiration, l'air au monde entier. C'est vrai. Monsieur Jonas Nazareth, vous êtes journaliste et écrivain angolais. Je vous remercie infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Chers téléspectateurs, c'est ainsi qu'on termine notre édition de direct. Rendez-vous demain et une nouvelle équipe. Passez d'excellents moments avec la suite de notre programme sur Nile TV International. Au revoir.